Bien, on va démarrer, puis ça fera s'asseoir les derniers qui sont debout. Je vais dire quelques mots rapides sur Alexandre Chemetov, je ne vais pas m'étaler. J'ai eu, je dois dire, cette chance énorme de travailler avec lui, et ça reste pour moi plus qu'un souvenir, ça a été un moment de formation. J'étais très jeune, plus jeune qu'aujourd'hui. Mais ça a été vraiment une expérience à la fois professionnelle et humaine très forte. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais c'était juste pour expliquer un peu le rapport que j'ai avec Alexandre. Donc Alexandre est architecte, paysagiste, urbaniste. On ne sait pas tellement avec lui dans quel ordre mettre les choses. Disons que pourquoi on n'arrive pas à mettre les choses dans un ordre particulier, c'est parce qu'il est un éclectique, on peut dire, quelqu'un qui aborde tous les aspects du territoire et qui s'appuie sur lui pour développer une activité polymorphe, une polytechnie, on pourrait dire, une polytechnique, c'est-à-dire comment travailler à partir de ces disciplines pour à la fois les interroger, les relier et établir ce lien qui fait que les choses sont dépassées, tous les aspects du territoire sont dépassés pour être interrogés, et être interrogés pour être dépassés. J'utilise les deux termes ensemble. Donc il va parler de l'eau encore, puisque c'est le fil rouge de notre journée, en tout cas de ses interventions. Et puis il va vous expliquer le titre qu'il a choisi, je le dévoile, les ressources des fleuves et des rivières, ou comment, dans son travail, il aborde cette question de l'eau. À toi, Alexandre. Merci, Stéphane. Donc, j'ai prévu de montrer quelques images. D'abord, en guise d'introduction, je vais vous montrer une photo. C'est une photo des quais de la Saône à Lyon. C'est une photo que j'ai prise en 1961, alors que je rentrais de vacances avec mes grands-parents. Je venais d'Ardèche et je suis descendu à la gare de Perrache acheter des journaux. Et quand je suis revenu sur le quai, le train était parti. Et donc je suis sorti avec mon petit appareil photo Kodak et j'ai fait une photo des quais de la Saône. Et la passerelle qu'on voit n'existe plus. C'est une passerelle qui avait été construite sur les principes de l'ingénieur Marc Seguin, qui avait construit entre Tournon et Tain-l'Hermitage le premier pont suspendu en 1825, avec les techniques de câbles en acier. Et cette passerelle-là date de 1844 et a été remplacée par un pont suspendu en face du palais de justice. Donc, mais ce qui m'intéresse dans cette photo, à part cette anecdote, c'est le fait qu'elle montre, et ce que j'avais pris en photo, je ne sais pas pour quelle raison j'avais fait cette photo, mais c'est qu'elle associe tout ce qui fait la ville, son identité, sa position géographique, l'esprit même, on pourrait dire, de la ville est résumé là, et on pourrait, sans exagérer, employer l'expression de paysage urbain qui ne s'applique pas à tout, mais qui s'applique à ce lieu. La deuxième image, c'est un peu plus tardif, puisque c'est en 2006, j'étais à Kyoto, à cet endroit particulier où les deux rivières se rejoignent, dans cette espèce de Y, et où est aménagé un passage à gué qui permet de sauter de rocher en rocher pour traverser la rivière. Et je trouve assez extraordinaire qu'on puisse ainsi introduire l'idée de nature dans la ville, non pas seulement comme une idée qui nous serait extérieure, mais comme une idée qui nous impliquerait
dans notre comportement même, c'est-à-dire l'idée de sauter de rocher en rocher pour traverser une rivière. Je vous fais grâce des remarques du bureau de contrôle sur les conditions de sécurité. Mais ce à quoi je pense surtout, c'est à une phrase de Novalis, le poète romantique allemand, qui disait « J'appelle nature cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps ». Et qui dit très bien l'idée que la nature, c'est nous-mêmes et que nous en sommes partis. Et ce que ce petit croquis montre, dans mon esprit en tout cas, c'est très précisément cela. Le troisième point, c'est une photo aérienne qu'on avait réalisée avec Arnaud Dubois-Freinet pour illustrer une exposition qui se tenait lors de la première biennale d'architecture et de paysage à Versailles en 2019. Cette exposition, enfin cette manifestation s'appelait « Le goût du paysage » et jouait sur l'idée que le goût, c'est à la fois le goût qu'on peut avoir pour les beaux paysages, mais en même temps le goût des paysages dans le sens gustatif, c'est-à-dire rappelant l'idée que les paysages nous nourrissent. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est une pisciculture qui est à Villette, pas très loin de Mantes-la-Ville. Et on voit ici que ce paysage est là pour produire des poissons fumés, et qu'en même temps, cette production crée, ou est liée en tout cas, à la maîtrise d'un paysage dans lequel sont associés l'eau, les arbres, le relief, la vallée, etc. Donc, lieu de production. Et puis, dans le cadre de cette manifestation, donc le goût du paysage, on s'était intéressé à une question qui a trait à l'histoire et la géographie. Julien Gracq aurait mis un tiret entre histoire et géographie pour dire qu'elle ne formait qu'un seul terme, indissociable. Et on avait fait ce petit exercice cartographique qui montre le même territoire, Versailles, on reconnaît le Grand Canal, la pièce d'eau des Suisses, la vallée de la Bièvre, etc. Mais il y a la photo aérienne, la carte IGN, et puis une carte des villes et des campagnes qu'on avait fait établir par Paris Région, l'Institut Paris Région, et qui figure aussi bien les villes que les campagnes, les champs, les bois, les prés, les haies, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je ne sais pas si une de ces cartes dit mieux les choses que les autres, mais en tout cas, le passage de l'une à l'autre, la comparaison qu'on peut faire de l'une à l'autre, commence à nous informer, nous permet de nous faire un point de vue d'une certaine façon, parce que la légende est sur la carte IGN, mais la représentation de la campagne est sur la carte de l'Institut Paris Région. Et puis la photo aérienne donne une autre lecture encore, dans laquelle les éléments réunis se montrent de manière différente. Mais ce qui me frappe beaucoup quand on observe la carte IGN, c'est que la campagne est une tache blanche de géographie et que les routes sont disproportionnées en largeur, ce qui fait qu'elles occupent plus d'espace qu'elles n'en occupent véritablement, et que la ville est représentée comme un plein et la campagne comme un vide. Et donc, pour répondre, je ne sais pas si ça va répondre complètement à l'interpellation de Stéphane ou au questionnement de Stéphane, mais une de mes convictions, en tout cas, c'est que la ville n'est pas un plein et la campagne n'est pas un vide.
et que cette figuration cartographique tente à accréditer l'idée que la ville gagne la campagne, ou gagne sur la campagne, et que je pense qu'au contraire, ce sont les équilibres entre ces éléments qui sont essentiels. La notion de seuil. Mais je vais en venir, dans un premier temps, au travail que j'ai pu faire sur l'eau, les mers, les fleuves, les rivières et les rivages, l'eau où elle est déjà, mais parfois il faut la chercher. Et là, c'est un dessin depuis les hauteurs de Bagneux vers les hauteurs des Hautes-Bruyères, le point haut du Val-de-Marne avec l'Institut Gustave Roussy. Et entre les deux, il y a la vallée de la Bièvre. Il se trouve qu'à la demande du département du Val-de-Marne, j'ai travaillé sur cette question de la Bièvre et de la redécouverte d'une rivière plus ou moins disparue et qui néanmoins façonne le paysage. Et on avait représenté, en exagérant les courbes de niveau, la vallée. On reconnaît le parc de Sceaux d'un côté, la roseraie d'Aille-les-Roses de l'autre, l'aqueduc du Loing et l'aqueduc de la Vanne, sous lequel se trouve l'aqueduc de Médicis et sous lequel encore se trouve l'aqueduc romain. Puis l'autoroute du Sud qui va vers la Porte d'Orléans et qui traverse la vallée, puis le boulevard périphérique, puis le boulevard des Maréchaux, puis l'ancienne ceinture des fermiers généraux, occupée maintenant par la ligne de métro Nation Étoile Barre d'Enfer qui s'appelle la 6, le Montparnasse, les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève et l'avancée du plateau qui vient de Villejuif, s'avancer jusqu'à la place d'Italie, et la Bièvre qui se faufile entre tout ça pour arriver non loin de la place Val-Hubert, près du Jardin des Plantes. Et donc, si vous voulez, quand on commence à lire le territoire de la banlieue de cette manière-là, on se dit que ce qui se passe à Sorcier-d'Ormenton n'est pas plus historique que ce qui se passe entre Bagneux et Villejuif. Simplement, d'un côté, l'histoire est évidente, et de l'autre côté, elle reste à raconter, à redécouvrir, à expliciter. Et la Bièvre, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte ça. Alors j'avais trouvé une photo d'Eugène Hadget, qui s'était intéressé à cette espèce d'inventaire de la banlieue, avec ici l'activité de la Bièvre, qui était une rivière très polluée, rivière industrielle, le long duquel s'égrenaient toutes les activités industrielles, la teinture des tissus au Gobelin, la tannerie des cuirs à Sancier-d'Aubenton, etc., etc., les peausseries, les mégisseries, et j'en passe. Et Gentilly et Arcueil sentaient une odeur industrielle liée à ce fleuve. Et récemment, à la suite de ces études sur lesquelles je passerai, à Gentilly, la Bièvre est de nouveau à ciel ouvert et coule comme une espèce de rivière un peu campagnarde, comme ça. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, le territoire qu'on ne regardait que comme une espèce de désordre incompréhensible devient évidemment le territoire d'une vallée dans lequel les histoires se reconstituent. Et cette commande qui m'a été passée de la Bièvre est pour moi un élément tout à fait fondateur. Et où que je sois, où que j'aille, je cherche toujours la Bièvre, non pas celle-là, mais les autres, qui se trouvent partout
en France, dans lequel n'importe sur le territoire, la goutte d'eau qui tombe ici suit un chemin qui est forcément celui d'une rivière, d'un esteil, d'une jalle, etc. À telle enseigne que quand on a eu la commande de travailler à Clermont-Ferrand, sur un terrain appartenant industriel, donc occupé par l'usine Michelin, qui s'était installée là précisément parce que coulait la Tirtaine, qui est la petite rivière qui arrose Clermont-Ferrand. On a dit que l'acte fondateur d'un nouveau quartier, c'était de remettre à jour cette rivière-là, et que la rivière qui avait permis à l'industrie du pneu, donc de s'installer à cet endroit, était aussi celle qui permettrait à la ville de regagner ses droits sur le chemin qui allait des caves aux vignes entre le centre de Clermont-Ferrand et la campagne en vis-à-vis. Je me suis aussi intéressé aux rivières en travaillant à Saint-Étienne, qui est une ville disposée sur la ligne de partage des eaux, arrosée par 3 rivières, le Gier, le Furan et l'Ondelle. Et quand on s'intéresse à cette question, on comprend très vite une chose essentielle, c'est que Saint-Étienne est une ville qui fait partie d'un réseau d'implantation industrielle distribuée le long de ces rivières. Et que ce n'est pas une ville et ses banlieues ou ses extensions, c'est une ville au milieu d'un système qui est guidé par l'implantation industrielle, avec la teinture qui se met en aval pour bénéficier des eaux propres, et ensuite la sidérurgie qui se met un peu en amont, parce qu'elle a besoin d'une eau moins propre, mais aussi froide. Et donc, on comprend que ça n'est pas une conurbation qui fonctionne sur l'idée comme ça d'une espèce de développement concentrique autour de la ville-centre, mais bien une ville industrielle le long de ces 3 vallées. Et donc, j'ai suivi le Furan depuis sa source jusqu'à l'endroit où il va rejoindre la Loire. C'est le long de cette rivière qu'avait été établie la première ligne de chemin de fer continental en France pour amener le charbon depuis les mines de Saint-Étienne jusqu'à la Loire. Et donc, il y avait des bateaux à fond plat qui descendaient jusqu'à Nantes et Saint-Nazaire. Voilà le Furan, ici. Et voilà le projet que nous avions établi sur la manufacture et la plaine Achille à Saint-Étienne, informé de ces questions-là. C'est-à-dire situant la question du territoire industriel qui se présentait à nous comme étant, au fond, quelque chose qui était lié à ce système hydrographique. C'était pas seulement la manufacture, n'était pas à la périphérie de la place Carnot, le long de l'axe majeur de Saint-Étienne, qui est d'ailleurs qui suit la trace du Furan, c'était autre chose. Et le parc que nous avons fait sur les emprises de la manufacture et de la plaine Achille, plus précisément, utilise les eaux d'exorde des mines qui sont pompées sans cesse et qui désormais circulent dans les fossés de ce parc. Et donc c'est une façon de reprendre à notre compte cette histoire industrielle pour faire que le parc qui est construit se sert des pompes qui tournent indéfiniment pour assécher, éviter que les mines soient totalement envahies par l'eau, et qu'en même temps, cette eau qui court est devenue l'eau du parc. Et puis la transformation de ces usines pour accueillir une école, pour accueillir une maternelle, pour accueillir des bureaux, pour accueillir des lieux d'activité, nous a semblé aussi
Pertinente parce qu'on s'était intéressé à l'histoire industrielle le long de ces cours d'eau et que la façon dont on a transformé ici l'ancienne usine en école est informée par cette question. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt qu'on peut porter aux rivières, aux cours d'eau, etc., ne se limite pas à la question de savoir comment on traite leurs rives, leurs berges, ou comment on s'occupe des systèmes hydriques, mais comment l'attention portée à ces rivières nous informe sur l'histoire. De la même manière, travaillant à Strasbourg sur le site de la COP Alsace, installée au bord du Rhin, en 1911, à une époque où le Rhin n'est pas une frontière, et où les deux frontières sont d'un côté, enfin les deux barrières plus exactement, sont d'un côté la Forêt-Noire et de l'autre côté les Vosges. Et quand on comprend que la grande plaine alluviale du Rhin est le centre d'un territoire qui se répartit des deux côtés de la frontière, on comprend mieux pourquoi la COP s'installe à la limite de Strasbourg, face à quelle, parce qu'elle n'est pas près de la frontière, en fait, elle est au centre d'un territoire. Et on comprend bien, quand on voit la COP qui se trouve sur la pointe, qui est d'un côté l'axe de la Neustadt et de l'autre côté l'axe de la Ville-Port, que c'est en fait une installation qui prend position par rapport à Strasbourg, qui est non seulement sur l'île, mais aussi sur le Rhin. Et que ce glissement vers le Rhin est un glissement qui traverse toute l'histoire de l'urbanisation depuis la Neustadt jusqu'à la ligne de tramway qui, en 2017, a de nouveau, 100 ans après, franchi la frontière. Voilà le Rhin tel qu'il est sur le port de Strasbourg et tel qu'il est dans ses bras. Et voilà une photo historique dont nous nous emparons lorsqu'on commence à travailler sur la COP, avec un bras du Rhin qui a été comblé depuis et qui explique pourquoi cette implantation et pourquoi le Rhin n'est pas seulement un chenal, mais comment le Rhin est un système de paysage qui s'étend bien au-delà des limites de ses rives. Et donc, quand on travaille sur la transformation de ce site, on travaille à partir de cette histoire et à partir du temps nécessaire pour prendre possession, au fond, de cette, de cette compréhension des enjeux de la transformation du territoire, enjeux qui traversent les conflits mondiaux et le déplacement des frontières, si vous voulez. Mais ça veut dire que quand on construit à cet endroit-là, on comprend qu'on construit sur la fondation d'une ville initiée par l'implantation de l'industrie et que donc la poursuite de cette histoire s'explique aussi à ces raisons historiques, quoi. Et que les bâtiments, je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus, mais que les bâtiments qui existent ressemblent à des bâtiments strasbourgeois ou rhénans, si vous préférez. Et que la question de l'attachement même du style constructif à la position géographique réinterroge un certain nombre de certitudes sur le fait qu'on construit aujourd'hui à peu près la même chose à Strasbourg, à Rouen, à Marseille ou à Lille. Et que cette question de l'identité, qui n'est pas une question qu'il faut éviter, mais une question qu'il faut revisiter. Alors, il se trouve, et ça nous rapproche de ce que Stéphane racontait sur le fait qu'il avait travaillé dans l'agence qui s'appelle le Bureau des paysages, sur la plage du Havre. Là, on voit un petit croquis que j'avais fait avec la colline de Sainte-Adresse et puis la plage du Havre. Il se trouve qu'on a capté une rivière dont la source était à Sainte-Adresse et qu'on l'a fait couler parallèlement à la ligne du rivage. Et que cette rivière, qui n'est pas qui est une source qui s'écoule parallèlement à la ligne du rivage, a donné aussi une espèce de règle du jeu de l'aménagement de la plage. Mais au-delà, elle fait face, elle relie d'une certaine façon
la ville de Péret et de cette construction extraordinaire, mais aussi la ville plus éclectique qui est en marge de la ville de Péret, et notamment sur le boulevard Albert Ier, qui est le long de la plage. Donc je ne raconterai pas très longuement l'histoire, mais simplement pour dire que le fait de travailler à partir de cette rivière, à partir de la Valleuse de Sainte-Adresse, qui fut d'une certaine façon la vraie fondation de la ville du Havre, fait que avec la plage et avec cette rivière vient un morceau de l'histoire de la ville qui réconcilie la villa de Salacrou avec l'ordonnancement de Péret. Vous voyez, c'est un peu un raccourci. Raymond Queneau pensait que c'était l'endroit le plus sympathique du monde. Je pense qu'il parlait de l'écrivain, pas forcément de la villa. Mais enfin, ce qui est important, c'est que l'action qu'on peut mener au travers de cette petite rivière est une action engagée culturellement, puisque la question était posée tout à l'heure dans le débat. Et que cette ville éphémère qui naît au Havre sur la plage et qui est une façon d'habiter la saisonnalité de la ville s'installe aussi sur ce linéaire parallèle à la ligne du rivage et qui va de la ville de Péret à Sainte-Adresse. Et on avait construit dans une petite chaîne de montage dans les environs de Paris ces conteneurs, et en pensant qu'il fallait revendiquer dans la façon de construire le mobilier du Havre le caractère industriel de la ville, et que ça n'était pas une espèce de sous-station balnéaire face à Deauville, mais une ville industrielle qui retrouvait son ancrage sur la mer. Autre histoire, le parc Paul Mistral à Grenoble. C'est un parc qui fut créé en 1925 à l'occasion d'une exposition sur la houille blanche. Donc on est dans le sujet vraiment, puisque c'est la production d'électricité avec la force, le courant des rivières. Et ce parc fut dessiné par Léon Jossely à la demande du maire de l'époque, qui s'appelait donc Paul Mistral. Et dans ce parc, il y a une tour de Péret, qui est une tour phare, qui symbolisait la présence de la fée électricité. Je passe sur les détails. Ce qui nous a intéressés, c'est de transformer un ancien échangeur en partie du parc et d'ouvrir le parc sur l'Isère alors qu'il en était complètement coupé. Et donc le fait de relier ce parc dédié à la houille blanche au bord de l'Isère me semblait être un élément tout à fait essentiel dans l'ancrage d'un parc et avec toutes ces histoires, avec la géographie. On en vient ensuite, on fait beaucoup de détours. Ici, nous sommes à Niort, dans le Marais Poitevin. On a travaillé sur le parc des expositions d'un endroit qui s'appelle Noron, qui est à la limite du Marais Poitevin et de la ville de Niort. Et vous voyez à gauche, c'est une conche, c'est une sorte de petit canal, ça s'appelle une conche dans le Marais Poitevin, qu'on a reconstitué comme limite naturelle de ce parc des expositions. Donc on voit là que l'eau est utilisée comme un élément à la fois qui fait référence au savoir-faire du paysage du Marais Poitevin et en même temps qui sert de clôture. On passe à Rennes sur les bords de Vilaine et à l'idée de dire comment fait-on pour construire la ville en la réconciliant avec la confluence de l'Isle et de la Vilaine, puisque nous sommes dans le département qui porte ce nom, mais aussi avec les bords de Vilaine, qui est un fleuve donc, qui relie Rennes à la mer, et qui est un fleuve, la ville lui tournait le dos, pour dire la vérité. Et donc, ça fait toujours référence au travail
que nous avions fait lorsque Stéphane était à l'agence, avec cette coupe qui expliquait au fond les rapports de la construction, de la constitution de la ville, avec l'ouverture sur le fleuve, et qui n'est pas simplement la question des rives, qui est la question de savoir comment tout ce système s'adresse au paysage du bord du fleuve pour retrouver une sorte de relation et faire que la ville construite, la ville habitée, s'intéresse au bord du fleuve. C'est comme ça que nous avions été amenés à faire îlot par îlot, projet par projet, le fait que tout projet avait à voir avec la position dans la ville, la position par rapport à la Vilaine. Ici, la conservation d'un bâtiment qui a forcé cet îlot fait par un promoteur qui s'appelle Giboire et un architecte qui s'appelle Christian Ouvette, à pervertir un peu la forme de cet îlot pour pouvoir garder un bâtiment qui abritait un petit restaurant qui s'appelait Chez Brigitte. Et bien que ces bâtiments n'aient eu aucun intérêt architectural, il me paraissait essentiel de l'avoir gardé. Parce qu'il faisait que l'implantation des bâtiments en était transformée. Et le dialogue de ces bâtiments avec le fleuve aussi. Et puis vous voyez, on voit comment architecture, j'allais dire ordinaire, et aménagement plus luxuriant permettent aussi, là sur le quai d'Auchel, à la ville de s'ouvrir. Et comment les manifestations, même les plus emblématiques de la construction contemporaine, finissent par s'implanter dans ce rapport au fleuve. Et la conversation que nous avions eue avec Jean Nouvel lorsqu'il a construit ce projet tenait aussi de la construction avec un immeuble qui se voulait différent des autres, mais qui aussi retrouvait une position par rapport au fleuve, avec au premier plan la maison éclusière, toute petite, qui était conservée à côté de l'embouchure du canal Île-et-Rance avec la Vilaine. L'île de Nantes, c'est la première île, quand on vient de l'océan, à l'intérieur des terres. C'est sur ce projet-là que nous avons travaillé pendant un certain temps, justement à la limite de la Loire maritime et de la Loire fluviale. J'entends en termes administratifs. C'est exactement là que se situe la limite. Ce n'est pas tout à fait là qu'arrête la marée s'arrête, elle va bien en amont. Mais quand on découvrait depuis ce super constellation qu'aucun d'entre vous n'a pris, la ville de Nantes, depuis les airs, on voyait les chantiers tels qu'ils étaient sur l'île. Et donc ce rapport au fleuve était un rapport d'une ville industrielle reliée par le pont transbordeur, qui faisait que personne n'allait dans l'île, sauf les gens qui y travaillaient, c'est-à-dire qu'on était en face du centre-ville et en même temps dans un lieu totalement isolé. Et la reprise de ce territoire industriel pour l'ouvrir à la ville, on l'a fait strictement sur les traces de cette industrie. Mais ce qui était intéressant, puisqu'il y a la Maison des Hommes et des Techniques qu'on voit ici, avec un certain nombre de gens qui défendaient l'idée de la mémoire, et de la mémoire ouvrière des lieux, et qui disaient, mais il faut garder le sens du travail qui a été fait sur l'île. Et quand on a fait les terrassements, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une mémoire, mais des dizaines de mémoires superposées les unes par-dessus les autres de cette histoire industrielle, et qu'au fond, on en révélait une ici, une autre là-bas, et qu'on restaurait d'une certaine façon, à notre manière, un rapport à la fois industriel et naturel avec le fleuve, avec les cales de lancement,
avec la grue jaune, mais aussi avec l'éléphant qui est construit dans cet endroit. Quand on a proposé de garder ces bâtiments-là, on nous a regardés comme des fous furieux. Pourquoi vous gardez ces bâtiments sans aucun intérêt? Et ces bâtiments sont devenus ceux-là. Ils abritent l'atelier de la machine et c'est aussi le témoin, je dirais, de la transformation de cet endroit. Et là, j'avais fait un petit dessin où on voit la Loire avec l'île et la ville. Et pour moi, vous voyez, dans ce dessin, on a l'impression que les deux rives se rejoignent avec la courbe du fleuve. Elles sont pourtant très différentes. L'une, c'est le quai des Antilles, et depuis le quai des Antilles, on voit en cadre la ville du quai de la Fosse et du commerce triangulaire. Enfin, l'histoire qui était racontée sur Bordeaux peut se raconter de la même manière à Nantes comme à Rouen. Donc, le plan guide, c'est un plan dont la finalité est la forme d'une ville, expression qui, à Nantes, prend une valeur très particulière et qui est représentée ici par ces deux plans, le plan d'état des lieux et le plan du projet. Mais ce qui est singulier surtout, c'est que ce qui est placé au centre du dispositif, c'est la Loire. La Loire, là où il est vraiment, puisque quand cette consultation a été lancée, la question de la réouverture de la Loire autour de l'île Feydeau, là où elle était avant d'être comblée au titre des dommages de guerre de la guerre de 14-18, pour être comme une privation de la Loire dans Nantes, c'était de reconnaître la Loire où elle était et de faire que la ville s'ouvre sur la Loire. Ici, c'était la faisabilité de l'école d'architecture avec la poursuite de cette rue qui s'ouvre vers la Loire, le fait de se tenir sur les quais et de retrouver le rapport avec le fleuve. Puis, de construire des bâtiments quand on a fini la mission, en se demandant comment on pouvait poursuivre cette histoire d'une autre manière. Et vous voyez, à gauche, là, c'était la faisabilité qui nous a été donnée d'un bâtiment face à la Loire. Et on a simplement ouvert les deux corps de bâtiment pour qu'ils s'adressent d'une certaine façon à la Loire. Voilà, ça c'est le petit dessin que nous avions fait. Et puis ça, c'est la réalité de ce bâtiment qui s'adresse à la Loire. Mais quand on est dans ce bâtiment, on voit l'autre rive du côté de Malakoff, où il se trouve qu'on a eu aussi l'occasion de construire cet autre bâtiment. Et donc, il dialogue de part et d'autre de la Loire. Ce que je veux dire, pour poursuivre le questionnement que tu posais en introduction, c'est que pour moi, il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre une démarche et une autre. Il y a simplement des modalités qui sont différentes, des temporalités qui le sont aussi, une économie qui est différente, un type de commande, des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Mais d'une certaine façon, j'ai bien conscience que les circonstances tout à fait exceptionnelles qui nous ont permis de faire l'île de Nantes ne se reproduisent pas nécessairement. En fait, il faut savoir se servir d'autres circonstances pour fabriquer des projets avec les circonstances qui se présentent. Et il n'y a pas de méthode qui vaille éternellement, quoi. Il n'y a qu'une forme de façon de se circuler là-dedans. Donc voilà, ça c'était une proposition pour le port de Vannes, avec aussi la question de savoir comment on peut s'adresser au bord de l'eau, la question d'une architecture située. Autre dimension, à Bruxelles, le long du canal et d'une rivière qui s'appelle curieusement la Seine, mais ça ne s'écrit pas de la même façon, ça s'écrit SE2NE et ou ZE 2NE. Donc voilà la Seine et le canal. Et donc c'était une façon de dire que le long de ce territoire de la Seine et du canal,
sur les 14 kilomètres de la traversée de la région Bruxelles-Capitale, avec toutes les communes concernées, en fait, le port lui-même, les patrimoines industriels, les espaces publics, les délaissés, les situations d'exception et la nature en ville formaient les ingrédients de la constitution d'un quartier, d'un ensemble urbain ou d'une série d'ensembles urbains qui pourraient s'installer le long de ce paysage industriel et qu'on pouvait redécouvrir comme elle est à ciel ouvert par endroits, la Seine, redécouvrir le canal et trouver toutes sortes de raisons finalement pour arriver à reconstituer à partir de là la ville à partir des bords de l'eau. De la même façon, on s'était intéressé au bord de la Saône à Lyon en essayant de montrer comment on pouvait, en changeant très peu de choses, arriver à recomposer un rapport qui était déjà là d'une certaine façon avec la rivière. Et vous voyez la passerelle qu'on voit dessinée sur cette image, c'est celle qui a remplacé celle que j'avais photographiée sur la première photo que je vous montrais. Ou à Rouen, où on avait essayé une proposition d'une échelle différente pour se dire que la ville aussi peut prendre des dimensions qui, le long des fleuves, sont parfois monumentales, non pas par leur traitement, mais par l'extraordinaire développement de ces espaces au milieu des villes. Là, on est à Nancy, au bord de la Meurthe, où on a passé quelques années à retrouver le lien entre l'eau et la ville. Et vous voyez, ça s'appelle les rives de Meurthe, le canal de la Marne au Rhin, la Meurthe elle-même, un canal qui s'appelait le bras de décharge, qui s'appelle désormais le bras vert. Et on avait fait une exposition à mi-parcours de ce travail qui s'appelait justement les ressources de la rivière, pour imaginer, indépendamment de tout programme, qu'est-ce qui pouvait se passer le long de ces cours d'eau. Et puis ensuite, on avait véritablement construit des bâtiments au bord de l'eau, aménagé des promenades, des quais, et puis aussi imaginer comment ces quais pouvaient prendre vie en imaginant la transformation de ce qui existait. On avait installé une rivière de canoë-kayak sur l'ancien bras de décharge, l'agence d'urbanisme qui était installée jusqu'il y a peu de temps dans un bâtiment qui s'adressait à ce lieu, le bras lui-même et la pratique du canoë-kayak en pleine ville. Donc on est là sur des transformations de ce qui, à Nancy maintenant, est devenu... Nancy est la ville où est implantée l'école des eaux et forêts. Et j'aime beaucoup l'idée que dans cette ville qui accueille l'école des eaux et forêts, il y a à la fois la ville de l'eau, au bord de la Meurthe et du canal, et la ville de la forêt sur le plateau de Haye ou à Brabois. Parce que les deux sont présentes, et les deux sont aussi une manière d'habiter la ville aujourd'hui. La ville de l'eau et la ville de la forêt. On peut aussi inventer l'eau là où elle n'était pas. C'est ce que nous sommes en train de faire à Nice, sur une rivière couverte, le Paillon, où on imagine qu'à l'emplacement de l'ancien palais des congrès, le maire a proposé qu'il y ait une forêt urbaine. Et cette forêt urbaine est en train de se réaliser. Ce qui est intéressant, c'est cette coupe. Vous voyez les arches du Paillon, avec la rivière qui passe sous ces arches, et vous voyez au-dessus un paysage qui est artificiel, on pourrait dire, totalement artificiel, puisqu'il est posé sur les arcs de béton, et qui en même temps reconstitue un horizon fertile, et au-delà de l'horizon fertile,
stocke dans des tuyaux l'eau nécessaire pour arroser le jardin. C'est-à-dire qu'on est dans le paradoxe, puisqu'on est dans l'artificialité, et qu'en même temps, dans cette artificialité, on retrouve une forme de naturalité. Voilà le plan du parc, et voilà un état de son développement en cours de travaux, avec réellement l'idée de dire que cet aménagement va réconcilier les deux rives de la ville, et que c'est aussi ça qui est important, et donner et aussi replacer le MAMAC, là, le musée, dans un dispositif urbain. Voilà, donc c'est cette transformation qui est en cours, et vous voyez les premières parties qui ont été plantées. Le pari de la naturalité sur un sol artificiel est en partie gagné. C'est un paradoxe, on pourrait dire, mais c'est un paradoxe qui en tout cas m'intéresse. Et dans ce système-là, on donne des points de vue pour voir justement, et c'est ce qu'on avait fait en marge du quartier des Rives de Meurthe à Nancy, en implantant le jardin d'eau comme l'espace de fondation de la ville, qui en donnait à la fois la règle géométrique, et qui permettait aussi de devenir, voilà, c'était ça le jardin d'eau. On avait fait le jardin avant la construction de tout bâtiment, avec des bassins, des petits arbres minuscules à l'époque, qui sont devenus très grands et qui ont donné la règle d'implantation des bâtiments. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'eau de ces bassins est prise dans le canal et restituée dans le canal. C'est-à-dire c'est un système, voilà. Et qu'on avait, voilà, on a retrouvé maintenant une forme de naturalité dans cet endroit qui était aussi un ancien site industriel au bord du canal de la Marne au Rhin, où le jardin était jardin fondateur de la ville. Autre exemple, à Villejuif, quartier des Hautes-Bruyères, à la limite du parc qu'on voyait tout à l'heure sur le croquis de la Bièvre avec au pied de l'Institut Gustave Roussy. Pour traiter la limite entre un quartier et un parc, on avait proposé de faire un canal. Et ce canal, le long duquel Yves Lion avait construit ses bâtiments, mais aussi Roland Simounet, et tout le cahier des charges de ce quartier était un cahier des charges donné selon les règlements d'urbanisme de l'égout du toit au caniveau. Vous savez que dans les règlements d'urbanisme, on écrit toujours cette phrase mystérieuse, l'égout du toit. Donc on se demande un peu ce que c'est, surtout dans les bâtiments à toit plat. Mais, disons, c'était une invitation à travailler sur la manière dont l'eau est conduite depuis le ciel jusqu'au sol. Et vous voyez que on a recommencé cette histoire à Sainte-Geneviève-des-Bois en créant un grand canal qui nous avait permis de stocker toutes les eaux pluviales d'un quartier sans les renvoyer, enfin en les gardant sur place, et en créant un très grand canal assez large pour qu'on puisse pêcher dedans. Il est formellement interdit de s'y baigner, mais sitôt les beaux jours arrivés, les enfants du quartier s'en donnent à cœur joie. On a dans d'autres circonstances imaginé la transformation de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon en un jardin, en stockant l'eau de pluie dans des citernes sous la place pour pouvoir alimenter ces bassins en eau toute l'année, y compris l'été quand on n'a pas le droit de prélever l'eau. Et on a demandé à François de la Rosière, voilà, ça c'était le chantier, enfin presque terminé, de construire des animaux mécaniques qui deviennent un peu l'attraction de ce lieu, où les gens viennent jouer avec ces animaux qui sont à la fois du Marais Poitevin et puis en même temps du voyage des savants en Égypte, puisqu'il fallait trouver un lien avec Napoléon, et que le seul possible à mes yeux, c'était le voyage des savants en Égypte, parce que le reste ne me convenait pas, disons.
Et voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est la RATP qui gère les transports en commun à La Roche-sur-Yon et que l'arrêt d'autobus ici s'appelle Napoléon Hippopotame. Voilà, puis on peut. Ensuite, je terminerai par la goutte d'eau. Vous savez que la goutte d'eau, c'est à la fois la goutte d'eau qui tombe, et c'est en même temps un détail d'architecture qui empêche que l'eau ne vienne salir les façades. Donc, contrôler l'eau. Et là, c'est une photo du parc de Versailles. Il y a dans les allées des petits fossés, et puis dans le bosquet, un trou d'eau. Et donc l'eau est recueillie sur ce petit caniveau à ciel ouvert et s'infiltre dans les bosquets. Ce qui fait que chaque bosquet est une éponge. Il n'y a pas de système de collecte, d'assainissement, etc. Tout le parc de Versailles fonctionne avec le système très simple de fossés et de trous d'eau. Il y a des façons de conduire les eaux sur un talus, les eaux dans un caniveau, de là dans les bâtiments qu'on a reconstruits à Strasbourg, d'aller de l'égout du toit justement à une espèce de petite citerne. Voilà. Ou à Bègle, sur la cité numérique, de conduire les eaux de toiture pour arroser le jardin et faire que le chemin de l'eau devienne le dessin de la façade, ou que l'eau serve aussi à rafraîchir l'atmosphère. Là, ce n'est pas de l'eau de pluie, hein, c'est de l'eau potable. Et je terminerai par l'opération qu'on est en train de livrer à Nantes, dans lequel, au premier plan, vous aviez une fosse qui était là, qui servait à faire les essais de pompe pour Alstom. On a gardé la fosse pour collecter toutes les eaux pluviales. Et maintenant, les toilettes des bureaux qui sont construits sur ce site sont alimentées avec les eaux grises collectées dans cette fosse. Voilà les bâtiments. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois de dire un bâtiment peut être la poursuite du projet d'île de Nantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il peut être aussi constitué par le chemin de l'eau. Et sur le toit de la cuve enterrée dans laquelle on stocke les eaux de pluie, on a créé un bassin. Et donc, on associe d'une certaine façon logement, lieu de travail et atelier. Et vous voyez que, par exemple, le plan des toitures est un plan qui reprend les chais des anciennes usines et qui a aussi à voir avec la façon de conduire l'eau depuis l'égout du toit, justement, jusqu'au sol. Et je terminerai avec cette image qui ne dit rien de particulier sur l'eau, sauf tout ce que je viens d'en dire. Et je terminerai par une petite citation plus littéraire, empruntée à Philippe Soupeau et André Breton dans Les champs magnétiques. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Voilà, je vous remercie. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que certains ou certaines veulent poser des questions à Alexandre sur ce qu'il vient de montrer? Ou pas? Pas forcément nécessaire. Bonjour, merci beaucoup. Je crois que vous avez un tout petit peu travaillé dans la métropole bordelaise. On vous avait entendu parler de... Alors, je me suis échappée à la fin, donc peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais on vous a beaucoup entendu parler de beaucoup d'autres endroits en France.
Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce territoire ici, sur le lien avec la Garonne, sur les perspectives qui vous sembleraient fructueuses à développer? Je ne sais pas très bien. Enfin, j'ai pas voulu parler de Bordeaux, de la métropole, etc. Je m'y suis intéressé à plusieurs reprises, dans différentes circonstances, plus ou moins proches de la question de la Garonne, des rives, voilà. Que dire? Je pense que quand je suis venu là, de la gare jusqu'aux allées de Tourny, puis ici à bicyclette, parce que je me suis dit que c'était un jour où il était plus prudent d'être un peu autonome. Et je vois bien que j'ai passé ma journée à parcourir les rives d'une certaine façon. On est toujours assez ébloui par la transformation des quais. Et en même temps, je lisais là, dans les panneaux de l'exposition une interrogation. Est-ce que le miroir d'eau est un artifice en attente d'une prise en compte du fleuve, d'une autre nature, quoi? Voilà, c'est la question qui reste posée. Il est toujours aussi fascinant de s'y tenir. J'ai l'impression que c'est comme un projet, c'est comme comment dire ça? C'est un projet qui est une espèce d'évidence et qui en même temps n'est pas là. C'est-à-dire que c'est comme une absence évidente au cœur de la... Alors il y a des manifestations intéressantes, le pont, etc. Il y a toujours des choses qui se passent. Mais est-ce que l'ambition que j'entendais tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup de dire que le fleuve redevient le centre véritablement reste à accomplir? Un centre vivant, enfin on pourrait se dire qu'on peut le... Voilà, mais j'ai pas de proposition particulière à faire. Maintenant, c'est évidemment un sujet de la plus haute importance et du plus grand intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Écoutez, je vous propose avant... Merci Alexandre, je suis absolument impoli. Merci infiniment pour tous ces mots. Je vous propose qu'on prenne un petit temps de pause. On peut aller voir la Garonne, très haute là d'ailleurs, sur la magnifique terrasse de la fabrique Paula. Magnifique lumière autour d'un verre d'eau, d'un verre de jus de fruits. Et puis on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour des prises de parole en lien avec cet anniversaire. Voilà. À tout de suite.